Pour ma remise de diplôme, mes parents m'ont offert une lettre de désaveu de la part de nous tous. Ma mère l'a annoncé dans un restaurant ridiculement cher, en faisant glisser une épaisse enveloppe blanche sur la table. Ma sœur était assise en face de moi, son téléphone posé, en train de diffuser en direct ma réaction pour que ses fans sur Internet lui donnent un peu de vue. Par sympathie bon marché. Je les ai regardés tous les trois, attendant que je pleure et que je supplie. Au lieu de cela, j'ai simplement souri, les ai remerciés, et pris leurs papiers inutiles et ai révélé mes propres documents. Mon brevet de 5 millions de dollars et mon nouveau titre de cadre. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que j'avais déjà accompli dans leur dos. Je m'appelle Mav. J'ai 23 ans, et jusqu'à cette nuit-là, j'étais le fantôme invisible hantant la maison de ma propre famille. Mais revenons un instant à cette table pour planter le décor. Le restaurant s'appelait Lucille. C'était le genre d'endroit avec des couverts en argent massif, des lustres en cristal qui ressemblaient à des cascades gelées et des serveurs qui vous jugeaient en fonction de la marque de vos chaussures. Il y faisait froid, mais pas à cause de la climatisation. C'était l'énergie froide et morte qui émanait de ma famille. Ma mère, Pénélope, a fait glisser cette épaisse enveloppe blanche texturée sur la table en acajou poli. Elle a produit un léger bruit de raclement qui semblait plus fort que la musique classique jouant en arrière-plan. Son visage était un masque de chagrin fin. Le genre d'expression qu'elle réservait aux galas caritatifs lorsqu'elle demandait des dons. Voici pour que vous compreniez où nous en sommes. Mav, a-t-elle murmuré. Sa voix était parfaitement lisse, dégoulinante de poison déguisé en amour dur. Je l'ai ouverte. Ce n'était pas une carte de remise de diplôme. Ce n'était pas un chèque pour m'aider à commencer ma vie d'adulte. C'était une lettre formelle, juridiquement contraignante, de désaveu. Elle était remplie d'un jargon froid et vide, me coupant complètement de leur richesse, de leur nom et de leur vie. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas le texte légal. C'était le bas de la page. Mon père, Julian, l'avait signé de sa signature agressive et étalée. Ma mère, Pénélope, l'avait signé juste à côté de lui, et juste en dessous des leurs. Dans son écriture bouclée parfaite, se trouvait la signature de ma sœur aînée Stella. J'ai levé les yeux du papier. Stella avait son téléphone nonchalamment appuyé contre son verre de vin. La petite lumière rouge était allumée. Elle diffusait cela en direct. Elle diffusait mon humiliation à ses abonnés. Avide de drame. Avide de paraître la pauvre sœur épuisée, gérant la déception familiale. Ils me fixaient tous. Ils voulaient des larmes. Ils voulaient une crise publique. Ils voulaient que je m'effondre pour pouvoir ramasser les morceaux et se sentir supérieur. J'ai lu chaque mot sur cette page. Puis lentement et délibérément, j'ai plié la lettre une fois. Les froissé nettement avec mon ongle, et les plié à nouveau. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement croisé leurs regards un par un. Le silence s'était tiré, épais et inconfortable. Ils pensaient vraiment détenir tout le pouvoir. Ils pensaient vraiment mettre fin à mon histoire à cet instant précis. Ils pensaient fermer le livre sur moi. Mais ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient aveuglément droit dans le piège que j'avais déjà tendu pour eux. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette table, il faut comprendre le cauchemar qu'était mon enfance. Ma maison n'a jamais été un foyer. C'était une salle d'exposition. C'était un musée de marbre blanc immaculé où l'amour n'était pas donné inconditionnellement. L'amour était une monnaie hautement restreinte et il fallait le gagner à travers des critères que je ne pouvais tout simplement pas remplir. Mon père, Julian, était un magnate de l'immobilier commercial. Il valorisait les clients haut de gamme, les surfaces massives et l'ambition impitoyable. Il ne vous parlait pas à moins que vous n'ayez un retour sur investissement. Ma mère, Pénélope, était une reine des relations publiques. Elle organisait des événements de la haute société et était profondément obsédée par l'illusion de la famille parfaite. Pour elle, l'esthétique était tout. Si cela ne rendait pas bien sur une couverture de magazine, cela n'existait pas. Et puis il y avait Stella. Ma sœur était leur chef-d'œuvre.
C'était une influenceuse lifestyle avec plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle était magnifique, superficielle, et savait exactement comment performer pour la caméra. Toute sa vie était du contenu sponsorisé. Et puis il y avait moi. Je suis étudiante en sciences des plantes. Je passais mes journées couvertes de terreau, travaillant à temps partiel dans une pépinière locale délabrée. Je ne cadrais pas dans leur monde brillant. J'étais la boue sur leur tapis blanc. J'étais le coussin beige sur leur canapé en soie coûteux. J'étais, dans les propres mots de ma mère, quelconque. Les conversations du dîner dans notre maison ne portaient jamais sur comment s'était passée notre journée. C'étaient des évaluations de performance verbale. Julien s'asseyait en bout de table, coupant son steak, et regardait Stella. Comment se présentent les contrats de sponsoring cette semaine, Stella? Demandait-il. Stella secouait ses cheveux parfaits et disait, oh. Incroyable. Je viens de signer un contrat de marque de 50 000 $ avec une ligne de soins de luxe. Julien hochait la tête, un rare sourire sur le visage. Excellent. Nous ne visons que le haut. Puis la pièce devenait morte silencieuse. Ses yeux se tournaient lentement vers moi. La déception était si épaisse qu'on pouvait s'y étouffer. Mav, soupirait-il, encore en train de jouer dans la terre. Oui, papa, disais-je doucement. Mon projet de recherche agricole se passe bien. Il agitait la main de manière dédaigneuse avant même que je termine ma phrase. Ce n'est pas une carrière, Mav. C'est un hobby pour paysans. Il ne demandait jamais mes notes, qui étaient impeccables. Il ne se souciait jamais des livres que je lisais ou des formules botaniques complexes que je construisais dans ma tête. Ces choses étaient invisibles. Elles ne venaient pas avec un trophée qu'il pouvait polir. En fait, je me souviens vivement d'un mardi soir spécifique. J'avais imprimé mon mémoire de mi-semestre de 80 pages. J'en étais si fier. Je l'avais laissé sur l'îlot de la cuisine pour prendre un verre d'eau. Quand je me suis retourné, Julien jetait physiquement ma thèse dans la poubelle de recyclage. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« C'est mon projet. » J'ai crié. Il n'a même pas eu l'air désolé. Il continuait simplement à essuyer le comptoir avec un chiffon. Cela encombrait l'îlot, Mav. Le photographe vient demain pour la campagne de Stella sur les vêtements de cuisine. Garde tes ordures dans ta chambre. Il est ensuite allé à la cheminée et a passé 10 minutes à polir soigneusement le faux trophée en plastique de Stella d'influenceuse de l'année. C'était ma réalité. J'étais l'enfant invisible. J'ai appris à me déplacer dans ma propre maison sans faire craquer les planchers. J'ai choisi d'être invisible parce que cela faisait moins mal que d'être moqué. Mais dans le sous-sol sombre et humide de la pépinière où je travaillais, mes racines creusaient tranquillement très profond. Être le bouc émissaire d'une famille narcissique signifie que l'on porte un musée mental de souvenirs douloureux. Parfois tard le soir, ces souvenirs passent en boucle, vous rappelant pourquoi vous ne pouvez jamais leur faire confiance. L'exhibit a dans mon musée de la douleur s'est produit quand j'avais 16 ans. Un orage massif a frappé la ville juste après l'école. J'ai appelé ma mère, la suppliant de venir me chercher parce que les bus ne circulaient plus et que je gelais sous la pluie torrentielle. Elle a répondu au téléphone en ayant l'air agacé. Je ne peux pas maintenant, Mav. L'équipe d'éclairage est là pour la séance photo de mode automne de Stella. Et la lumière naturelle s'estompe. Attends ou marche. Elle m'a raccroché au nez. J'ai attendu sur ce trottoir, trempé jusqu'aux os, frissonnant pendant 3 heures jusqu'à ce qu'un professeur me ramène enfin à la maison. Quand je suis entré par la porte, dégoulinante et tremblante, Pénélope m'a simplement crié dessus pour avoir laissé des traces d'eau boueuse sur les parquets. Pas une seule question sur mon état. L'exhibit B était mon 18e anniversaire. 18 ans, c'est important, non? Eh bien, pour les 18 ans de Stella. Julien l'a surprise avec une BMW blanche toute neuve garée dans l'allée avec un énorme nœud rouge dessus. Ils ont organisé une fête avec traiteur pour ses amis. Quand mon 18e anniversaire est arrivé, il n'y a pas eu de fête. Il n'y a pas eu de voiture.
Au dîner, Julien a nonchalamment lancé une petite carte en plastique sur la table. C'était une carte cadeau de 50 $ pour l'épicerie. « Joyeux anniversaire, Mav », a-t-il marmonné, sans lever les yeux de son téléphone. J'ai regardé la carte en plastique bon marché puis par la fenêtre la voiture de luxe de Stella. Une carte cadeau de 50 $? Ai-je demandé, la voix un peu fêlée. Julien a ricané. Écoute, sois réaliste. Tu travailles dans une boutique de plantes sales. Les travailleurs agricoles n'ont pas besoin de sièges en cuir de luxe. Ce serait un gaspillage d'investissement. Mais l'exhibit C est celui qui m'a finalement brisé. Pendant ma 3e année d'université, j'ai travaillé sur un projet indépendant sur la résistance à la sécheresse. J'ai postulé pour une bourse nationale d'écologie très compétitive. Parmi des milliers de candidats, j'ai gagné. C'était une bourse de recherche de 80 000 $. C'était énorme. C'était une validation. J'ai couru à la maison, le cœur battant d'excitation, tenant la lettre officielle. Je suis entré dans le salon où Pénélope faisait défiler sur son iPad. Maman, j'ai gagné. J'ai obtenu la bourse nationale d'écologie. C'est 80 000 $. Je suis entièrement financé. Elle a levé les yeux, l'expression complètement plate. Elle n'a pas souri. Elle a regardé la lettre comme un mouchoir sale. Écologie, a-t-elle dit, fronçant le nez. C'est celle où tu pellettes de la terre et regardes les vers? C'est la science agricole, maman. C'est énorme. On peut poster dessus? Pénélope a soupiré lourdement et est retournée à son écran. S'il te plaît, Mav. Ne poste pas ça. C'est embarrassant. Nos amis envoient leurs enfants à la faculté de droit et de médecine. Je ne vais pas me vanter à mon country club que ma fille est une jardinière professionnelle. Garde ça pour toi. Elle a refusé de l'admettre. Cette nuit-là, j'ai entendu le verrou claquer dans mon cœur. La vérité froide et dure s'est installée en moi. Leur attention était une monnaie, et ils m'avaient mis en faillite depuis longtemps. J'ai réalisé que je n'allais jamais gagner leur jeu. Alors, j'ai arrêté de jouer. Il était temps pour moi de commencer à imprimer mon propre argent. La semaine de remise de diplôme est enfin arrivée. Sur le campus, les étudiants ouvraient du champagne, prenaient des photos près de la fontaine et embrassaient leurs parents fiers. J'ai simplement gardé la tête baissée. Terminé mes examens finaux et suis allé directement à mon service à la pépinière. Dans ma maison, la semaine de remise de diplôme n'était pas à propos de moi. C'était à propos de Stella. Elle était sur le point d'atteindre 1 million d'abonnés sur son compte principal de réseaux sociaux. Toute la maison était dans un état de préparation chaotique. Pénélope avait engagé des traiteurs, commandé d'immenses arches de ballons et réservé une équipe de tournage professionnelle pour capturer le moment où le compteur passerait à 1 million. Ma remise de diplôme était juste une date ennuyeuse sur le calendrier. Un petit inconvénient gênant la célébrité Internet de Stella. 3 jours avant la cérémonie de remise de diplôme. Mon téléphone a vibré dans ma poche pendant que je portais un lourd sac d'engrais. C'était un texto de groupe de ma mère. Ce n'était pas un message de félicitations. C'était juste un lien de réservation automatisé pour un restaurant appelé Lucille. Lucille est notoirement exclusif. C'est le genre d'endroit où un seul steak coûte plus que mon budget hebdomadaire d'épicerie. Sous le lien, Pénélope avait tapé un ordre froid. Dîner de remise de diplôme. Vendredi à 19 h. Ne sois pas en retard et porte quelque chose qui ne sent pas la boue. J'ai soupiré, sentant le nœud familier d'anxiété se serrer dans mon estomac. J'ai cliqué sur le lien pour confirmer l'heure. Mais l'écran de confirmation s'est chargé et mes yeux se sont fixés sur une ligne de texte. Spécifique. Réservation pour Julien. Taille du groupe 3. J'ai arrêté de marcher. J'ai fixé l'écran. Taille du groupe 3, pas 4. 3. Julien. Pénélope. Stella. J'ai rafraîchi la page en pensant que Internet buguait. 3. J'ai fermé l'application et l'ai rouverte. 3. Mon cerveau a cherché des excuses.
Peut-être ont-ils réservé une table séparée pour moi. Non, c'était stupide. Peut-être que quelqu'un ne venait pas. Non, il ne manquait jamais une chance de se vanter à Lucille. C'était un choix délibéré. Ce n'était pas une erreur. J'ai pris une capture d'écran. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. C'était une réalisation froide, tranchante, cristalline. J'ai envoyé un texto privé à ma mère. Maman, je viens de voir le lien de réservation. Il dit groupe de 3. C'est une faute de frappe? J'ai fixé l'écran. Les 3 petits points sont apparus indiquant qu'elle tapait. Puis les points ont disparu. Le message est passé à lu. Pas de réponse. 10 minutes se sont écoulées. Rien. Le silence de son téléphone était plus fort qu'un coup de feu. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de Stella. Oh mon Dieu, Mav, arrête d'être si dramatique. Maman est occupée à préparer ma fête de jalons. La réservation est juste une erreur de formatage. Le système a probablement bugué. Montre-toi simplement et assieds-toi au bout. C'est ton dîner. Une sorte d'erreur de formatage. C'était exactement ce que j'étais pour eux. J'étais une faute de frappe. J'étais une ligne de texte qui pouvait être mise en gras, en italique ou supprimée entièrement. Taille du groupe 4. Supprimé. Taille du groupe 3. C'était si propre, si efficace. Et les mots de Stella résonnaient dans ma tête. C'est ton dîner. En quelque sorte. J'étais en quelque sorte un membre de la famille. J'étais un accessoire optionnel qu'ils avaient oublié de cocher. J'ai répondu à Stella. D'accord. À vendredi. J'allais y aller. J'allais m'asseoir à cette table pour 3 parce que j'étais juste une erreur de formatage pour eux. Mais ils allaient découvrir que j'allais formater toute leur existence. Pendant que ma famille pensait que j'étais juste une fille pathétique balayant les sols, je vivais en réalité une vie parallèle. Mon vrai foyer était Oak and Ivy, la pépinière délabrée à la périphérie de la ville. Cela sentait la terre humide, le cèdre et l'honnêteté. C'était le complet opposé du musée blanc stérile où je dormais. La pépinière appartenait à Cora, une femme coriace de 60 ans fumant cigarette sur cigarette. Avec de la terre sous les ongles et un cœur d'or absolu. Elle était la première personne de ma vie qui regardait mes bottes boueuses et me disait qu'elle était un signe de travail dur, pas une disgrâce. Et puis il y avait Declan. Declan était un étudiant diplômé en analyse de données. Il était socialement maladroit, vivait pratiquement de café noir. Et pouvait lire les motifs de données comme un voyant lisant les paumes. Il se portait volontaire à la pépinière juste pour s'éloigner de ses écrans d'ordinateur. Ensemble, nous 3 gardions un secret massif caché dans la serre humide du fond. Depuis les 2 dernières années, je développais obsessionnellement un gel organique bioactif retenant l'humidité. Cela semble compliqué, mais l'objectif était simple. Aider les cultures à survivre aux sécheresses sévères. Le réchauffement climatique dévastait le secteur agricole, et l'eau devenait un luxe. Mon gel, mélangé au sol, absorbait l'eau comme une éponge microscopique et la libérait lentement directement dans les systèmes racinaires pendant des semaines. Ce n'était pas glamour. C'était salissant. Cela nécessitait d'innombrables nuits tardives. Des vêtements ruinés et des centaines d'expériences ratées. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai vu le problème, et je savais que mon cerveau pouvait le résoudre. Une nuit vers 2 heures du matin sous les lumières fluorescentes vacillantes de la serre. Declan a fait passer les données finales des essais sur le terrain dans son ordinateur portable. L'air était épais d'humidité et de tension. Il a appuyé sur la touche entrée et a fixé l'écran pendant 1 minute entière sans cligner. Mav, a-t-il murmuré, remontant ses lunettes sur son nez. Ses mains tremblaient vraiment. Quoi, ai-je demandé, le cœur martelant contre mes côtes. Le groupe témoin est mort? Declan a lentement tourné l'ordinateur portable pour que je voie les graphiques lumineux. Non, Mav, ta formule n'a pas seulement gardé les plantes en vie. Elle a réduit le volume d'eau requis de 40%. 40%. Comprends-tu ce que cela signifie?
J'ai fixé les nombres. 40%. Dans l'industrie agricole commerciale. Une économie de 5% était considérée comme une victoire massive. 40% n'était pas juste une amélioration. C'était une révolution totale. Cora, qui s'appuyait contre un sac de terreau, a laissé échapper un sifflement bas. Eh bien, gamine, a-t-elle souri, les yeux plissés. On dirait que tu viens de frapper de leur verre. Nous avons breveté la formule sous une petite LLC que nous avons créée. Nous l'avons appelée Rootflow. Ma famille me voyait rentrer tard, sentant le compost, et levait les yeux au ciel de dégoût. Ils jetaient mes vêtements à la poubelle parce qu'ils sentaient mauvais. Ils se moquaient de moi pour être un échec. Ils voyaient la terre sur mes mains et m'appelaient paysanne. Ils n'avaient absolument aucune idée que la boue qu'ils méprisaient en contenait la solution à une crise de plusieurs milliards de dollars. Ils pensaient que j'étais une blague. Mais la chute arrivait et elle allait les frapper comme un train de marchandises. Armés des données parfaites de deux clans. Nous avons réussi à obtenir un petit stand pathétique à l'Expo nationale agricole. C'était un immense centre de convention rempli d'énormes stands flashy de multinationales montrant des tracteurs brillants et des simulateurs de ferme en réalité virtuelle. Et puis il y avait nous, une table pliante, quelques plantes en pot. Et l'ordinateur portable de deux clans diffusant en boucle nos graphiques de données. Pendant les 4 premières heures, les gens passaient simplement devant nous. Ils gravitaient vers les lumières clignotantes et les marchandises gratuites. J'ai commencé à sentir cette vieille panique familière s'insinuer. Le sentiment d'être invisible. Le sentiment que Julien et Pénélope avaient raison à mon sujet. Mais alors un homme s'est arrêté. Il ne portait pas de costume flashy. Il portait une simple chemise navy ajustée et un jean. Il avait des yeux perçants et calculateurs. Il s'est tenu devant notre table. Ignorant les plantes et fixant directement l'écran de données de deux clans. Il a regardé la boucle tourner 3 fois dans un silence total. Qui a écrit la base chimique de ce polymère ? A-t-il demandé. Sa voix était calme mais portait un poids immense. J'ai avancé en essuyant mes mains moites sur mon jean. C'est moi, monsieur. Il m'a enfin regardé. J'ai expliqué la décomposition moléculaire pendant un cycle de sécheresse de 60 jours. Donc, je l'ai fait. J'ai oublié d'être invisible. J'ai oublié ma famille. J'ai simplement parlé de la science. J'ai parlé pendant 15 minutes pleines. J'ai expliqué les interactions microbiennes, le coût de production et l'évolutivité. Il n'a pas souri. Il n'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il a mis la main dans sa poche et m'a tendu une lourde carte de visite mat noire. Harrison Thorne, PDG du conglomérat EcoAgri. Mon estomac s'est noué. EcoAgri était l'une des plus grandes entreprises agricoles durables de la planète. Mon bureau lundi matin à 8 heures précises, a dit Harrison. Apportez vos données. Apportez votre avocat. Et ne signez rien avec personne d'autre. Puis il est simplement parti. Cette réunion de conseil d'administration lundi a changé ma vie pour toujours. Harrison ne jouait pas. Il était assis en face de deux clans, mon avocat et moi à la table en verre. Et a fait glisser un épais dossier vers nous. Votre gel est la technologie agricole la plus disruptive que j'ai vue en une décennie. A dit Harrison simplement. Nous ne sommes pas intéressés par une licence. Nous voulons acheter le brevet directement. J'ai ouvert le dossier. Le nombre imprimé sur la première page m'a coupé le souffle violemment. 5,5 millions de dollars. 5 500 000 en argent pur. Il y a une condition, a ajouté Harrison en se penchant. La formule est inutile sans le cerveau qui l'a construite. Nous achetons le brevet, mais nous vous embauchons aussi. L'offre dépend de vous, Mav, devenant notre nouvelle directrice de la recherche et développement. J'ai fixé le nombre de 5,5 millions. J'ai regardé le titre. Directrice. J'ai pensé à mon père jetant ma thèse à la poubelle. J'ai pensé à la carte cadeau de 50 $. J'ai pensé à la réservation pour 3. Nous acceptons, ai-je dit, la voix ferme. Alors que nous terminions la paperasse, Harrison s'est frotté les tempes et a grogné. Maintenant.
Si seulement je pouvais trouver un bon emplacement pour votre nouveau labo de R&D. Je cherche un bail commercial massif dans le secteur 9. Mais les courtiers immobiliers locaux sont tous des requins arrogants insupportables. Je me suis figé. Secteur 9. C'était le territoire principal de Julien. Mon père essayait désespérément d'obtenir EcoAgri comme locataire depuis des mois. C'était sa baleine blanche. Harrison m'a regardé. Puisque vous dirigerez le labo, Mav. Je vous donne le pouvoir de veto final sur le contrat immobilier. Vous choisissez le bâtiment. L'ironie était si tranchante qu'elle m'a presque fait rire à voix haute. J'avais le pouvoir de faire ou de défaire la plus grande affaire de l'année de mon père. En quittant cet immeuble, je ne suis pas allé célébrer. Je suis allé directement dans un magasin de fournitures de bureau haut de gamme. J'ai passé les chemises en plastique bon marché et acheté un lourd classeur en cuir noir. Professionnel, du genre que les avocats utilisent. J'ai acheté des protège-documents épais. Cette nuit-là, dans le calme de ma chambre, j'ai imprimé le contrat de 5,5 millions de dollars. J'ai imprimé le communiqué de presse avec mon nouveau titre de directrice. J'ai imprimé la confirmation d'escroc bancaire. J'ai placé chaque feuille dans le classeur noir. Du papier. Il voulait toujours du papier pour prouver ma valeur. Eh bien, j'avais enfin la paperasse. Le piège était tendu. Les mâchoires étaient ouvertes. Et ma famille était sur le point de marcher droit dedans. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne Revenge Silent. Et de laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Le vendredi soir est enfin arrivé. La nuit de mon dîner de remise de diplôme en quelque sorte. J'ai décidé d'arriver exactement 5 minutes en retard. Je voulais qu'ils soient assis. Je voulais qu'ils attendent. Maison Lucille était exactement aussi étouffante que je m'y attendais. L'air à l'intérieur sentait les truffes blanches, la cire de citron et l'ancien argent. C'était si calme qu'on pouvait entendre le tintement des verres en cristal de l'autre côté de la salle à manger. Quand j'ai franchi les lourdes portes en verre, le maître d'hôtel m'a regardé de haut en bas. Son visage s'est crispé en un bref froncement désapprobateur. Je portais une simple robe noire propre et des chaussures plates ordinaires. Je n'avais pas l'air d'appartenir à son restaurant. Bonsoir, a-t-il murmuré avec hauteur. Je suis ici pour la réservation de Julien, ai-je dit. Il a tapoté son écran lumineux. Ah, oui. Le groupe de 3. Ils sont déjà installés dans l'alcôve privée. Je sais, ai-je répondu calmement. Je suis la 4e. Son froncement s'est approfondi. Il était clairement déstabilisé. Ce restaurant ne gérait pas bien les changements inattendus. Il m'a demandé d'attendre et a glissé vers leur table. J'ai regardé depuis l'arche. Je l'ai vu se pencher et murmurer à mon père. Julien a levé les yeux, son visage se tordant instantanément d'un profond agacement. Pénélope a flashé un sourire faux serré et en colère au maître d'hôtel et a sifflé quelque chose à voix basse. 1 minute plus tard. Un commis portait frénétiquement une 4e chaise à travers la salle à manger. C'était un style différent des 3 autres, clairement tiré d'une autre section du restaurant. Elle était légèrement plus basse avec un tissu différent. C'était la manifestation physique de l'erreur de formatage. J'étais la chaise supplémentaire, l'idée après coup. L'invité indésirable ruinant leur esthétique parfaite. Je suis allé m'asseoir dans ma chaise dépareillée. Tu es en retard, Mav, a dit Pénélope. Son sourire était une ligne plate et dure. Elle m'a regardé de haut en bas. Eh bien, au moins ta robe est propre. C'était son plus grand compliment pour moi. Propre. Bonjour, mère. Père, Stella, ai-je dit uniformément. Julien a à peine hoché la tête. Déjà en train de fixer à nouveau l'application de bourse sur son téléphone. Stella m'a donné un large sourire faux aveuglant. Salut, Mav. Si contente que tu aies décidé de venir. J'ai immédiatement remarqué son téléphone.
Il était parfaitement posé contre le centre de table floral coûteux. L'objectif de la caméra visait directement mon visage. L'écran était tourné loin de moi. Mais je pouvais voir le faible reflet rouge sur le verre de vin à côté. Elle diffusait en direct. Elle diffusait ce dîner familial privé à ses centaines de milliers d'abonnés. Nous sommes restés dans un silence étouffant pendant qu'un serveur versait de l'eau pétillante dans nos verres. Alors, a dit Julien, sans se donner la peine de lever les yeux de son écran. Tu as officiellement fini l'école. Bien. Maintenant tu peux enfin trouver comment être utile. Oui, ai-je dit doucement. J'ai fini. Stella s'est penchée en avant, s'assurant que son visage était parfaitement orienté pour la caméra. Je suis juste si submergé en ce moment. 2 grandes marques de lifestyle viennent de m'offrir des rôles de directrice créative pour leur campagne d'été. C'est beaucoup de pression de porter le nom de la famille, tu sais. C'est merveilleux, Stella, ai-je dit. J'étais assise à une table qui n'était jamais destinée à moi. Écoutant une conversation dont j'étais entièrement exclu. J'étais le bouc émissaire familial, l'échec invisible. J'ai pris une longue gorgée d'eau. Je savais que ce n'était pas une célébration. C'était une exécution. Il pensait que je marchais aveuglément vers la guillotine. Il n'avait absolument aucune idée que c'était moi qui tenais la hache. Les amuse-bouches sont arrivés. C'étaient de minuscules portions ridicules de caviar qui goûtaient comme de l'eau de mer froide. Personne ne mangeait vraiment. La tension à la table était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à steak. Pénélope a posé sa fourchette en argent. Elle a regardé Julien de l'autre côté de la table. Il lui a donné un seul hochement sec. C'était l'heure. Le grand événement commençait. Mav, a commencé ma mère. Sa voix a soudain changé. Elle est devenue excessivement douce, dégoulinante d'une tristesse théâtrale feinte. C'était sa voix de caméra. Elle savait que le public de Stella écoutait. Ton père, moi et ta sœur, nous avons beaucoup réfléchi ces derniers temps. Nous sommes très inquiets pour toi. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile. Inquiet pourquoi? Ce manque total d'ambition. Julien est intervenu en posant son téléphone sur la table. Cette obsession a joué dans la terre. Nous t'avons donné chaque opportunité. Mav. Des écoles d'élite, des contacts de haute société, un milieu riche. Et tu as tout gaspillé pour être une jardinière au salaire minimum. Je suis une scientifique agricole, les jeux corrigés doucement. Il a ricané bruyamment. C'est une honte. Quand mes collègues au country club demandent ce que fait ma plus jeune fille. Je dois mentir pour sauver la face. Nous sentons que nous habilitons en fait ta paresse en te gardant dans notre filet de sécurité. A ajouté Pénélope en plaçant dramatiquement sa main sur son cœur. Parfois le vrai amour exige des limites dures. Nous devons couper le cordon pour que tu apprennes enfin à voler. Comme sur un signal, le maître d'hôtel s'est approché de notre table. Il portait un plateau en argent. Sur le plateau reposait une seule épaisse enveloppe blanche texturée. Il s'est arrêté à côté de Julien. Monsieur, le document que vous avez demandé. Julien a agité la main de manière dédaigneuse. Donne-le-lui. Le maître d'hôtel a placé la lourde enveloppe juste sur mon assiette. Mon nom était tapé sur le devant en encre noire grasse. Stella a subtilement ajusté son téléphone, se penchant plus près pour s'assurer que la caméra capturait chaque micro-expression sur mon visage. C'était son grand final, l'ultime drame familial toxique servi en direct pour ses abonnés. Elle voulait les larmes. Elle voulait le souffle dévasté. Elle voulait que je les supplie pour le pardon. J'ai glissé mon doigt sous le rabat épais et ai brisé le sceau. J'ai sorti un document légal net. J'ai commencé à lire. C'était une lettre formelle, juridiquement contraignante, de désaveu. Elle avait été rédigée par les avocats d'entreprise coûteux de Julien. Le langage était froid, clinique et totalement impitoyable. Nous coupons par la présente formellement et irrévocablement tous les liens familiaux, financiers et légaux. L'individu connu sous le nom de Mav n'aura plus aucune revendication sur le domaine familial.
Les fonds fiduciaires ou le nom de famille des réceptions. C'était un effacement total de mon existence. Mais les mots n'étaient pas ce qui piquait. C'était le bas de la page. 3 signatures. Julian, Pénélope et Stella. Ma propre sœur avait signé un document légal pour me jeter comme une véritable poubelle. J'ai lu chaque mot dans un silence complet. Le restaurant autour de nous s'est estompé. Je pouvais sentir leurs yeux avides brûler ma peau. Le silence s'est étiré pendant 10 secondes. 20 secondes. J'ai lentement plié le lourd papier en deux. J'ai passé mon ongle le long du pli, produisant un son net et distinct. Je l'ai plié à nouveau. Je ne l'ai pas mis dans mon sac. Je l'ai placé doucement à côté de mon verre d'eau. Puis j'ai levé les yeux. J'ai regardé droit dans les yeux arrogants de Julian. J'ai regardé la moue fausse et apitoyée de Pénélope. J'ai regardé le sourire avide et cruel de Stella. J'ai joint les mains sur la table. Et pris une profonde inspiration et ai prononcé 2 mots qui ont gelé leur sang. Merci. Ma voix était incroyablement calme, claire et ferme. Elle a légèrement résonné dans l'alcôve silencieuse. La réaction a été instantanée. La fausse tristesse théâtrale de Pénélope s'est brisée. Sa bouche s'est ouverte en une confusion totale. Les yeux de Julian se sont élargis et il s'est réellement penché en avant, le sourcil froncé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? A exigé Julian, sa voix perdant son ton arrogant. Stella a froncé les sourcils, son sourire parfait d'influenceuse disparaissant. Elle a jeté un œil à l'écran du téléphone, paniquant clairement que le script s'effondre. Ce n'est pas drôle, Mav. Tu es en état de choc? Non, ai-je dit calmement. Je ne suis pas en état de choc du tout, ai-je dit. Merci. Vous m'avez enfin donné quelque chose dont j'avais besoin depuis très longtemps. La liberté totale. Nous venons juste de te désavouer légalement, idiote, a sifflé Stella. Sa voix montant dans la panique. C'est sérieux. Je sais, ai-je répondu. C'est la chose la plus honnête que vous ayez jamais faite pour moi et cela rend cette partie suivante tellement plus facile. J'ai tendu la main vers le sol et ai ramassé mon lourd classeur en cuir noir. Je l'ai soulevé haut et l'ai laissé tomber au centre de la table en acajou. Clac. Le bruit lourd et autoritaire du classeur heurtant le bois a traversé l'ambiance calme du restaurant. Comme un coup de feu. Il était épais. Il était intimidant. Il était tellement plus lourd que leur enveloppe blanche fragile. Julian l'a fixé comme une bombe. Qu'est-ce que c'est? Encore un de tes petits rapports de culture dans la Terre? D'une certaine manière, oui, ai-je souri froidement. J'ai tendu la main et ai ouvert les anneaux métalliques. Puisque nous mettons toutes nos cartes sur la table. Et puisque nous sommes si profondément préoccupés par la paperasse ce soir. J'ai pensé que je partagerais la mienne. J'ai sorti la première page de sa pochette plastique et l'ai fait glisser sur la table vers Julian. C'était le communiqué de presse officiel. Julian l'a ramassé. Il a cherché ses lunettes de lecture dans sa poche de poitrine. Ses mains, habituellement si fermes et autoritaires, tremblaient légèrement. Il a commencé à lire à voix haute, sa voix tombant à un murmure confus et essoufflé. Pour diffusion immédiate. Le conglomérat EcoAgri acquiert les technologies Rootflow. Il s'est arrêté. Il a levé les yeux vers moi, le visage pâle. Qu'est-ce que Rootflow? C'est ma société, ai-je dit simplement. Tu n'as pas de société, a claqué Pénélope. Tu balais les sols dans une boutique de plantes. Julian l'a ignoré. Ses yeux sont revenus sur le papier. Il a continué à lire. EcoAgri acquiert Rootflow pour 5 500 000 $. La fondatrice Mav nommée nouvelle directrice de la recherche et développement. Le papier a volté de ses mains tremblantes et a atterri sur la table. C'est une blague, a soufflé Julian. C'est un faux document. Je n'ai pas cligné. J'ai plongé dans le classeur et ai sorti le contrat d'acquisition légale massif de 50 pages. J'ai tourné à la toute dernière page. J'ai pointé le coin inférieur droit. Vous connaissez la signature de Harrison Thorne, n'est-ce pas, Julian? Vous avez fixé ces profils d'entreprise pendant des mois en essayant de le faire louer votre
Bâtiment. Julien s'est penché. Il a fixé l'encre audacieuse et indéniable du PDG milliardaire. Il a commencé à trembler, pas juste un tremblement nerveux. Tout son haut du corps vibrait. 5,5 millions, a-t-il murmuré pour lui-même. Argent pur. J'ai sorti le 3e document. Et voici mon contrat d'emploi, directrice de RD. Mon salaire de départ est de 250 000 $ par an. Mais ce n'est pas le meilleur. Je me suis penché plus près par-dessus la table, verrouillant les yeux avec mon père. Harrison cherche un immense nouvel espace de laboratoire dans le secteur 9. Et en tant que nouvelle directrice, il m'a donné un pouvoir de veto absolu total sur le bail immobilier. Le visage de Julien est devenu de la couleur de cendre humide. Le secteur 9 était son territoire. Le bail Ecoagri était sa baleine blanche. Il avait pratiquement supplié pour une réunion avec l'assistant de Harrison pendant 6 mois. Et maintenant la gardienne de la plus grande affaire immobilière de toute sa carrière était la fille qu'il venait juste de jeter légalement à la poubelle. Mais le cauchemar pour ma famille ne faisait que commencer. Un silence total suffocant et brisé est descendu sur la table. Les trois me fixaient simplement. Ils me regardaient vraiment pour la première fois de toute ma vie et ils ne reconnaissaient pas la femme assise en face d'eux. Le bouc émissaire était mort. La directrice millionnaire les regardait en retour. Puis le chaos a commencé. Pénélope a été la première à craquer. Sa voix est devenue un gémissement strident désespéré. Mav. Oh mon Dieu. Mav. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous n'avions aucune idée. Je sais que vous ne saviez pas, ai-je dit, ma voix dure comme le diamant. Parce que vous ne vous êtes jamais donné la peine de demander. Vous n'avez jamais regardé au-delà de la terre sur mes chaussures pour voir la science que je construisais. Pénélope a tendu la main par-dessus la table. Ses mains parfaitement manucurées essayant désespérément de saisir les miennes. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage coûteux. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de pure avidité. Elle pleurait pour les 5 millions de $ dont elle venait de s'exclure légalement. Chérie, s'il te plaît. La lettre de désaveu, c'était juste un test. C'était de l'amour dur pour te motiver. Nous allons la déchirer tout de suite. Nous sommes une famille. J'ai retiré ma main brusquement. Ne me touche pas, l'ai-je averti. Soudain, un bruit de bourdonnement rapide bizarre nous a interrompus. C'était le téléphone de Stella. Il vibrait si fort contre le verre de vin qu'il cliquetait. Stella a saisi le téléphone. Elle a regardé l'écran et la dernière goutte de couleur a quitté son visage. Elle avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade. La diffusion en direct. Elle avait laissé la diffusion en direct tourner tout le temps. Ces centaines de milliers d'abonnés n'avaient pas seulement regardé sa famille essayer de m'humilier. Cruellement. Ils avaient regardé sa sœur lâcher une bombe de plusieurs millions de $ sur leur tête. Ils avaient entendu les montants exacts en dollars. Ils avaient entendu le revirement désespéré et avide de Pénélope. La section commentaires de Stella bougeait si vite que c'était un flou. Mais les mots étaient cristallins. Annuler Stella. Quelle famille abusive dégoûtante. Elle vient d'essayer de désavouer une millionnaire. Le karma est réel. Je me désabonne tout de suite. Déchets toxiques. Les mains de Stella tremblaient violemment. Non, 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 a-t-elle bégayé en tapotant frénétiquement l'écran pour mettre fin à la diffusion. Les gars, attendez. C'est un malentendu. Ma sœur est juste. Elle est confuse. Mais c'était trop tard. Internet n'oublie jamais. Sa vie soigneusement orchestrée. Esthétiquement parfaite et sponsorisée brûlée au sol en direct devant 80 000 spectateurs. Simultanée. La couronne de l'enfant doré venait d'être brisée en 1 million de morceaux. Mav, s'il te plaît. A supplié Stella en levant les yeux vers moi avec des yeux sauvages et paniqués. Tu dois leur dire que c'est une blague. Dis à mon chat que c'est une plaisanterie. Mes sponsors. Envoie déjà des textos à mon manager. J'ai regardé son visage qui s'effondrait.
Tu voulais un public pour mon exécution, Stella, ai-je dit froidement. Ne te plains pas maintenant que le public préfère ma performance. Stella a laissé tomber son téléphone sur la table et a mis sa tête dans ses mains, laissant échapper un sanglot laid et bruyant. Pénélope hyperventilait, perdant complètement son sang-froid aristocratique. J'ai regardé Julien, l'homme qui vénérait le pouvoir, l'homme qui vénérait le levier. Il fixait la lettre de désaveu à côté de mon verre d'eau. Il savait exactement ce qu'il avait fait. Il m'avait donné le bouclier ultime, et je venais d'écraser son empire avec. Le pouvoir dans la pièce avait changé de manière permanente et violente. Ils n'étaient plus les juges. Ils étaient les accusés, et ils venaient d'être déclarés coupables. Julien a enfin retrouvé sa voix. Ce n'était pas son aboiement habituel arrogant et tonitruant. C'était un gravier bas et désespéré. Mav, assieds-toi. Ne soyons pas hâtifs ici, a-t-il dit en levant les mains. Il essayait d'affirmer le contrôle, mais ses yeux étaient remplis de pure panique. C'est une somme massive de capital. 5 millions, c'est compliqué. Tu as besoin de gestion de patrimoine. Tu as besoin d'un courtier. Laisse-moi gérer le compte d'escroc. Laisse-moi intervenir et protéger tes actifs. J'ai ri en fait. C'était un son court et tranchant. Protéger mes actifs? Tu veux dire comme tu as protégé ma thèse universitaire en la jetant dans la poubelle de recyclage? C'était différent, a-t-il plaidé. Dans le communiqué Ecoagri. Mav, tu dois comprendre que le secteur 9 est mon territoire. Si Harrison signe avec ma firme, la commission sauvera nos bénéfices du 4e trimestre. Tu dois approuver mon bâtiment. Nous sommes une famille. J'ai ramassé la lourde lettre blanche de désaveu sur la table. Je l'ai tenue en l'air entre deux doigts, la laissant pendre. Nous ne sommes pas une famille, Julien. Tu t'en es assuré. Tu as payé un avocat très cher pour t'en assurer. J'ai lancé la lettre par-dessus la table. Elle a atterri juste sur son assiette de caviar intacte. Tu voulais m'effacer. Tu voulais que je sois une erreur de formatage. Félicitations. Je suis officiellement supprimé de ton système. Je n'ai aucune obligation légale envers ta firme immobilière en ruine et je n'ai absolument aucune responsabilité pour cette famille brisée et fausse comme un musée. J'ai calmement fermé la fermeture éclair de mon classeur en cuir noir. Je me suis levé. Ma chaise a raclé bruyamment contre le sol en marbre. Mav. Attends. Pénélope a crié, ignorant les regards des clients riches aux tables environnantes. Tu ne peux pas simplement nous laisser. Regarde-moi faire, ai-je dit. Je me suis retourné et suis parti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement marché la tête haute. Je suis passé devant le maître d'hôtel stupéfait, dont la mâchoire touchait pratiquement le sol. J'ai poussé les lourdes portes en verre de Lucille et suis sorti dans la ville. L'air nocturne était glacial, mais cela ressemblait à un paradis absolu. Cela sentait les gaz d'échappement, la nourriture de rue et une liberté pure et non filtrée. C'était la première vraie respiration que je prenais en 23 ans. Alors que j'étais sur le trottoir en attendant un taxi. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti. L'horloge sur l'écran indiquait exactement 21 heures. L'embargo médiatique avait été levé. Mon écran a été instantanément inondé de notifications push. Forbes. Ecoagri acquiert la start-up de technologie de sécheresse Rootflow dans une affaire massive de plusieurs millions de dollars. TechCrunch, la génie botanique de 23 ans qui vient de révolutionner l'agriculture. LinkedIn explosait. Les emails arrivaient en masse. Mon nom Mav. Pas la fille quelconque. Pas le bouc émissaire invisible. Mav la directrice. Mav l'innovatrice. J'étais sous la lueur d'un lampadaire jaune en lisant les titres. J'ai jeté un regard en arrière par-dessus mon épaule. Regardant à travers les immenses fenêtres en verre du restaurant. Je pouvais voir leur table au loin. Ils n'étaient plus que des ombres maintenant. Julien avec la tête dans les mains. Pénélope essuyant agressivement son maquillage ruiné.
Stella tapant désespérément sur son téléphone pour sauver une carrière déjà morte. Ils étaient piégés à l'intérieur de leur prison froide et coûteuse avec leurs morceaux de papier. Inutile. J'étais dehors dans la lumière et le monde entier apprenait enfin mon nom. Ils pensaient m'enterrer dans la terre. Ils ne réalisaient pas que j'étais une graine. Je ne suis pas retourné dans ma petite chambre de dortoir cette nuit-là. J'ai pris un taxi directement vers ma nouvelle maison. J'avais déjà signé le bail avec mon argent avancé. C'était un magnifique penthouse minimaliste surplombant la ligne d'horizon de la ville. C'était complètement vide sauf un matelas par terre, mon ordinateur portable et quelques cartons. Mais c'était tout à moi. Pas de tapis blanc, pas de faux trophées, juste la paix. Quelques jours plus tard, deux clans. Cora et moi avons commandé une pizza bon marché et nous sommes assis par terre dans mon salon vide. Buvant de la bière et célébrant. Nous avons trinqué à la boue. Aux longues nuits et au taux de rétention d'eau de 40% qui a changé nos vies. Ils étaient ma vraie famille. Une semaine après l'incident du restaurant, je suis descendu à ma boîte aux lettres. Mélangée au courrier indésirable se trouvait une épaisse enveloppe blanche avec le logo de maison. Lucille embossée dans le coin. Je l'ai ouverte. Le gérant du restaurant m'avait renvoyé la lettre de désaveu. Il y avait un petit post-it attaché qui disait « Trouvez à votre table après le départ de votre groupe. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. Pour vos dossiers. » J'ai tenu la lettre. Mon premier instinct a été de la passer dans une déchiqueteuse ou de la brûler. Elle semblait toxique, mais en la regardant, j'ai réalisé qu'elle n'était plus une arme. C'était un reçu. C'était le reçu pour le prix que j'avais payé pour acheter ma liberté. Je suis allé au mur où j'avais temporairement accroché mon diplôme universitaire. J'ai décroché le cadre. Ouvert l'arrière et soigneusement placé la lettre de désaveu juste derrière le diplôme. J'ai fermé le cadre et l'ai raccroché au mur. La lettre était cachée du monde, mais je savais qu'elle était là. La fondation ultime de mon succès. Mon téléphone, bien sûr, n'avait pas arrêté de sonner pendant 7 jours. Stella envoyait des notes vocales en sanglotant. Me suppliant de faire une interview conjointe pour prouver que nous étions une famille heureuse. Parce qu'elle venait de perdre 3 grands sponsors. Pénélope envoyait des textos sans fin promettant de m'acheter tous les vêtements que je voulais si. Je rentrais juste à la maison pour une séance photo. Et Julien. Julien m'a laissé un message vocal. Il n'a pas dit qu'il m'aimait. Il n'a pas dit qu'il était désolé de m'avoir maltraité toute ma vie. Il a dit, Mav. Ecoagri vient de rejeter formellement ma proposition immobilière pour le secteur 9. Je fais face à une crise de liquidité massive. J'ai besoin que tu appelles Harrison et que tu répares ça. Tu dois. Ça à ton père. J'ai écouté le message vocal en buvant une tasse de café. J'ai regardé par l'immense fenêtre envers le soleil se levant sur la ville. Je ne ressentais absolument rien pour eux. Pas de colère, pas de chagrin, juste un silence écrasant et beau. J'ai bloqué les 3 numéros. J'ai supprimé leurs fiches de contact. Je les ai officiellement formatés hors de ma vie. J'ai pris une gorgée de café, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. La paix n'est pas quelque chose qu'une famille toxique peut vous donner et ce n'est pas quelque chose pourquoi ils peuvent s'excuser. La paix est quelque chose que vous devez construire vous-même à partir de la terre. Donc, j'ai une question pour vous tous qui regardez. La firme de mon père est actuellement au bord de la faillite parce que j'ai dit à Harrison Thorne de louer un bâtiment dans une ville complètement différente. Tuant efficacement la seule bouée de sauvetage de mon père. Ma famille m'appelle un monstre pour avoir détruit son entreprise. Pensez-vous que j'aurais dû montrer de la pitié et approuver son affaire immobilière? Ou laisser son empire brûler était-il la vengeance finale parfaite? Dites-moi vos pensées dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi à travers mon histoire. Si vous avez aimé cette fin, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour regarder plus d'histoires de drames familiaux intenses.